la parole à Pascal Canfin, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé du développement et qui donc représentera l'AFD puisqu'il en est la tutelle aujourd'hui. Oui. Je vous ai remis les micros à la bonne. Bien, bonsoir tout le monde. Monsieur le Président Jean-Louis Bal, Monsieur le Président de la Commission solaire du CER, Monsieur Arnaud Mine et Monsieur le Président de la Commission solaire thermodynamique, Monsieur Pujol. Je m'adresse particulièrement à vous trois parce que j'ai eu l'occasion de vous voir tous les trois ensemble il y a quelques semaines au ministère dont j'ai la charge et nous avons commencé à travailler sur une stratégie commune pour développer les énergies renouvelables dans leur diversité, bien évidemment, au sud, et travailler aussi à ce que l'offre française soit particulièrement représentée dans cette stratégie de développement. Je suis, si j'ai bien compris, le troisième ministre du gouvernement à venir devant vous aujourd'hui. Je crois que, même si c'est symbolique, ça témoigne quand même d'une réelle volonté politique de la part du gouvernement dans son ensemble, à travers la diversité de nos responsabilités, de promouvoir l'énergie solaire et les énergies renouvelables, à la fois sur le terrain domestique et sur le terrain du développement et du commerce extérieur. Je ne vais pas vous parler, évidemment, longuement, puisque j'imagine que Delphine Batho l'a fait très bien, des récentes mesures qui ont été prises, mesures qui, comme vous l'avez, je crois, souligné vous-même, ne sont qu'une étape dans un plan qui devra être encore, je l'espère, plus ambitieux à la fin du débat sur la transition énergétique. C'est évidemment un sujet que je suis de près, au-delà de mes responsabilités institutionnelles dans le gouvernement, mais au regard de la famille politique qui est la mienne et que je représente. Je ne parlerai pas non plus longuement de la dimension commerce extérieur et diplomatie économique, puisque à la fois Nicole Bricq et des représentants du ministère des Affaires étrangères sont venus vous présenter cette dimension. Je me centrerai plutôt sur les questions de développement et le rôle que vous pouvez y jouer, bien évidemment dans une logique de contribution aux biens publics mondiaux et au bien public mondial qu'est le développement soutenable par excellence, mais aussi dans une dimension pragmatique d'entrepreneuriat, d'innovation, de contrat, puisque si le fait que des entreprises françaises remportent des marchés dans les pays qui sont ceux dans lesquels nous intervenons avec notre politique de développement, soit plus d'une centaine de pays dans le monde. Si le fait que ces entreprises françaises, vous-même, vous ayez ces marchés, ce n'est pas une finalité de notre politique de développement. Si c'est une conséquence, ça n'en est que plus heureux. Et donc, il n'y a aucune contradiction entre l'intérieur, le domestique, l'international et la dimension économique et la dimension développement. Et c'est bien dans cette grande cohérence que nos trois interventions avec Delphine Batho et Nicole Bricq se positionnent. Avant de parler plus spécifiquement de la dimension développement au Sud et le rôle que je crois que les énergies renouvelables et les énergies solaires peuvent y jouer, je voulais avoir une pensée particulière pour les personnes, les opérationnels, qui, dans le secteur de l'énergie, rencontrent parfois un certain nombre de difficultés sur place, et parfois des difficultés qui sont attentatoires à leur liberté. Et donc, j'ai une pensée particulière pour ce qui s'est passé récemment au Nigeria, mais aussi pour les personnels d'autres entreprises qui sont en difficulté dans d'autres régions du monde. Et sachez que, bien évidemment, la diplomatie française, l'ensemble du gouvernement suit ça d'extrêmement près et est prête à tout pour
accompagner une solution positive à ces drames humains. Le risque, il est personnel, je viens d'en parler, il est aussi économique, on va y venir, mais avant de parler des risques, je pense qu'il faut d'abord poser l'équation. À mes yeux, et c'est une opinion personnelle, mais c'est aussi la politique que je mène et la politique de l'ensemble du gouvernement en matière de développement, il y a une grande équation à trouver. Cette équation, c'est comment on fait fusionner, converger développement et développement durable. Il est évident que dans le monde de demain, les politiques de développement ne peuvent pas ressembler à celles d'hier et doivent intégrer dès leur conception les enjeux et les problématiques de soutenabilité. La grande équation qui est devant nous, c'est comment on fait sortir de l'extrême pauvreté les 2 milliards d'êtres humains qui vivent encore avec moins de $2 par jour, comment on répond aux demandes d'une classe moyenne dans des pays émergents. Et je ne vois pas au nom de quoi nous pourrions dire à ces classes moyennes des pays émergents, surtout ne vivez pas comme nous, surtout ne visez pas le confort que nous avons depuis quelques décennies. Et en même temps, le fait que oui, nous n'avons qu'une seule planète, que cette planète a des ressources limitées et que lorsque l'on regarde l'ensemble des indicateurs, l'eau, le climat, la biodiversité, les ressources halieutiques, les minerais, les terres rares, l'énergie, nous avons la plupart du temps des indicateurs qui sont au mieux à l'orange, au pire au rouge. Et donc cette grande équation qui est devant nous, sortir de la pauvreté, satisfaire des besoins légitimes et tenir compte de ces ressources limitées, elle demande deux grandes valeurs. De grandes valeurs, je pense que nous partageons ensemble, du partage, justement, partage d'un certain nombre de ressources, partage de technologies, partage de flux financiers, partage de recettes, de politiques publiques négociées et de l'innovation. Je crois que ces deux valeurs sont au cœur de notre politique de développement aujourd'hui dans la recherche de cette nouvelle équation qui est celle de la soutenabilité. Et au-delà des mots, au-delà de la vision qu'il faut avoir, évidemment, parce que quand on n'a pas la vision, quand on n'a pas le cap, on ne peut évidemment pas y parvenir, il faut poser des actes. Alors qu'est-ce qu'on a déjà commencé à faire sur, grosso modo, les 6 à 7 premiers mois de ce gouvernement? Sur le sujet de la politique de développement et de la soutenabilité, nous avons en premier lieu inscrit dans un document qui est le document stratégique de l'Agence française de développement, le fait que la recherche de la soutenabilité, que le développement durable était un axe majeur de l'action de l'AFD. Laurent Fabius parle de signature développement durable de l'aide publique française. Donc il ne s'agit pas d'un secteur, d'un champ, d'une filière, il s'agit d'une vision transversale qui s'applique à l'ensemble de notre politique d'aide. On va évidemment plus spécifiquement parler de l'énergie maintenant, c'est aussi vrai pour l'agriculture, c'est aussi vrai pour d'autres secteurs. En matière énergétique, nous avons, dès le mois de septembre dernier, modifié ce qu'on appelle le cadre d'intervention stratégique ou sectorielle de l'AFD en matière énergétique. Et nous lui avons donné comme première priorité les énergies renouvelables, comme deuxième priorité l'efficacité énergétique et comme troisième priorité la décarbonisation, ce qui veut dire concrètement le gaz. Donc on voit bien que ces priorités, évidemment, permettent de faire des choses multiples, parce que le monde est divers, mais la multiplicité ne veut pas dire l'absence de hiérarchisation. La priorité numéro 1, c'est bien le développement des énergies renouvelables. Et en deux, de l'efficacité énergétique, car on sait très bien que les deux, non seulement sont indispensables, mais vont souvent de pair. Sur quelle masse financière raisonne-t-on? Le portefeuille potentiel d'investissement
puisqu'il s'agit massivement de prêts de l'Agence française de développement sur le secteur énergétique pour les 3 prochaines années. C'est, selon les estimations de l'agence elle-même, entre 5 et 6 milliards d'euros. Ça veut dire que, en mettant en priorité les énergies renouvelables, nous sommes sur quelque chose qui peut dépasser le milliard d'euros chaque année dans ce domaine avec l'efficacité énergétique. Je crois que ça ne peut que vous intéresser, même si, encore une fois, et je tiens à le dire, il ne s'agit pas d'une aide qui soit liée. Nous avons des règles au sein de l'OCDE qui font que l'aide française n'est pas liée comme l'aide des autres pays n'est pas liée. Encore une fois, si la conséquence, parce que j'entendais le dernier intervenant, juste quand j'arrivais, il disait on peut chasser en meute, on peut répondre, non pas à un discours éthéré, mais on peut répondre à des solutions concrètes avec des prix compétitifs et des solutions technologiques appropriées. Si ce sont des entreprises françaises qui le font, encore une fois, tant mieux. Donc nous avons défini la doctrine et la priorité politique. Maintenant, il faut travailler sur l'offre et sur la demande. Sur l'offre, c'est exactement l'objet de notre discussion d'il y a quelques semaines. Comment nous pouvons travailler ensemble pour promouvoir, développer l'offre française en matière d'énergie solaire, d'énergie renouvelable dans les pays en développement. Je pense que l'initiative que vous avez prise avec France Solar Industries va complètement dans ce sens, c'est même son ADN, sa raison d'être. Et donc, je tenais absolument, à la suite de Delphine Batho et de Nicole Bricq, venir pour vous dire à quel point cette initiative répond totalement à une attente et un souhait du gouvernement et que nous sommes absolument déterminés à l'appuyer. Mais au-delà de la marque, ensuite, il faut travailler ensemble. C'est pour ça que, dans le cadre des assises du développement, qui ont commencé le 5 novembre et qui se termineront par un discours du président de la République le 1er mars, nous avons choisi parmi les 5 thèmes de réflexion l'innovation. Et dans les thèmes de réflexion sur l'innovation, il y a l'économie sociale et solidaire qui vous concerne marginalement, les nouvelles technologies qui peuvent vous concerner, notamment dans le cadre de l'efficacité énergétique, et les ENR. Je crois que des représentants de votre syndicat viendront, je n'ai plus la date en tête, c'est courant février, le 12 février, présenter l'existant et puis faire des propositions, faire des suggestions pour que le 1er mars, dans son discours, le président de la République puisse annoncer un certain nombre de modifications des règles actuelles ou des pratiques actuelles. Donc nous sommes vraiment dans une phase où nous avons d'ores et déjà validé la doctrine. Nous sommes en train de travailler avec vous sur l'offre. C'est en ce moment que ça se passe. Et donc si un certain nombre de personnes dans la salle sont intéressées, n'hésitez pas ensuite à solliciter la Direction générale de la mondialisation ou mon cabinet pour faire des propositions. Dans le cadre de ces assises, il y a très concrètement un site internet qui est dédié à ça et qui vous permet de faire des contributions qui ensuite sont ramassées et constituent le vivier dans lequel nous puisons notre futur plan d'action. Au-delà de l'offre, il faut aussi travailler sur la demande. Et là, nous sommes en discussion avec un certain nombre de pays pour les aider, les accompagner, leur faire prendre conscience d'un certain nombre d'enjeux, solliciter, accélérer les choses, pour que cette transition dans le mix énergétique se fasse au bénéfice des énergies renouvelables. Encore une fois, dans leur diversité, puisqu'on ne fait pas la même chose au Maroc, en Haïti et à Madagascar. Et donc, nous travaillons régulièrement avec les ministères concernés, nos homologues, avec les premiers ministres, avec les présidents, pour leur proposer une offre française pour leur définition de leur futur mix énergétique. Et je crois que ce qui pouvait paraître comme un luxe dans les pays en développement il y a encore 5-10 ans, c'est de dire, bon, laissez-nous tranquilles avec les questions d'économie verte, avec les questions de soutenabilité. Ce qu'il faut d'abord, c'est qu'on sorte de la pauvreté, qu'on fasse de la croissance, et puis on verra demain.
Je crois que cette opposition-là, elle existe encore, évidemment. Il suffit de regarder les négociations internationales sur un certain nombre de sujets. J'étais à Rio en juin. Ça fait partie des choses qui sont dans la négociation et qui la bloquent. Mais quand vous discutez au niveau national, non pas au niveau multilatéral, mais au niveau national, la plupart du temps, les interlocuteurs disent oui, c'est vrai, la caisse de compensation au Maroc, par exemple, c'est une part de plus en plus importante du PIB. Et c'est une logique financièrement insoutenable. Et donc, ça va de soi, les pays qui sont du bon côté de la rente énergétique, pétrolière, gazière, ne sont pas ceux qui vont spontanément se précipiter sur un mix énergétique différent. Mais il y a beaucoup de pays en développement qui sont, comme nous, du mauvais côté de la rente et qui ont donc un besoin essentiel, je dirais vital, à ce que leur développement économique, leur croissance, la satisfaction de leurs besoins en matière d'électricité, par exemple, se fasse autrement que par une dépendance croissante aux énergies fossiles importées. Et lorsque nous sommes sur cette problématique commune, c'est le cas, on parlait du Maroc, c'est le cas avec le Sénégal, c'est le cas avec bien d'autres pays, à ce moment-là, nous avons effectivement une capacité à travailler en bonne intelligence pour modifier rapidement le mix énergétique de ces pays. Donc si, encore une fois, vous souhaitez, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour que, à la fois sur l'offre et sur la demande, nous puissions travailler intelligemment ensemble. Nous avons pris d'autres décisions également, je n'en citerai que quelques-unes. À la fin de la table ronde, on parlait de la capacité d'expertise et du fait qu'en Algérie, ce seraient des Espagnols et donc peut-être des entreprises espagnoles au final. Je crois que nous avons effectivement besoin d'améliorer notre système d'expertise en termes normatifs, en termes de création de normes, en termes d'anticipation de futurs investissements. Nous le faisons à deux niveaux. Le premier niveau passe par l'Agence française de développement, puisque nous avons validé le principe de la création d'un fonds d'expertise qui n'existe pas aujourd'hui à l'AFD, de façon à intervenir en amont des projets d'investissement. Et comme le disait la personne à la tribune quand j'arrivais, effectivement, il peut y avoir un lien entre une expertise qui définit des normes, qui définit des standards, et l'appel d'offres, et celui qui gagne l'appel d'offres à la fin. Et donc, nous n'avons pas de raison d'être plus naïfs que d'autres. Et donc, il est assez pertinent de mettre en place ce fonds d'expertise à l'Agence française de développement. La décision en a été prise il y a quelques semaines. Nous sommes en train de travailler dessus. L'autre décision qui a été prise en matière d'expertise, mais là, c'est un travail qui commence seulement, c'est effectivement d'améliorer le fonctionnement de nos outils d'expertise, à savoir l'un qui est rattaché à Bercy, l'autre qui est rattaché au Quai d'Orsay. Et il peut arriver que dans l'administration française, quand un outil est rattaché à Bercy, il ne travaille pas spontanément, correctement, avec l'autre outil rattaché au Quai d'Orsay et réciproquement. Et donc, je crois que nous avons, dans une logique d'efficacité, dans un contexte de rareté de l'argent public qui n'a échappé à personne et encore moins à nous, d'améliorer la performance de notre outil d'expertise. Ça, c'est pour ce que nous avons commencé à entreprendre au niveau bilatéral. Mais il y a aussi, parce que la France n'est pas seule dans le monde, parfois on l'oublie, c'est un tort, il y a aussi tout le travail multilatéral. Par exemple, avec le secrétaire général des Nations Unies, nous travaillons activement au déploiement, à la mise en œuvre d'une initiative qui s'appelle Énergie durable pour tous, qu'il a lancée il y a quelques mois, et qui a comme spécificité le fait, dans sa conception même, d'avoir les trois piliers qui nous semblent, enfin en tout cas qui me semblent, et je pense que c'est le cas pour vous aussi, structurants de la façon dont on doit penser l'avenir en matière énergétique. Pour le Sud, premier pilier, l'accès, puisqu'il y a évidemment un besoin majeur d'accès croissant à l'énergie, surtout pour ceux qui n'ont rien et qui ne l'ont pas aujourd'hui. Deuxième pilier, les ENR. Troisième pilier, l'efficacité. Parce que pour que 9 milliards d'habitants en 2050 puissent avoir accès à l'énergie,
cette énergie devra être efficace à la fois dans son mode de production, dans son mode de transport et dans son mode de consommation. Et donc, c'est la première fois que, sous l'égide des Nations Unies, il y a une initiative qui, dès le début, a ces 3 piliers dans son ADN. Et donc, je considère qu'il est de notre responsabilité de la soutenir partout où l'on peut. Donc, nous sommes en train de travailler à des hubs régionaux en Afrique, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord, en Afrique de l'Est. Nous sommes en train de travailler avec l'Union européenne, avec le commissaire Piebalgs, qui est en charge du développement, pour faire en sorte que l'Union européenne déploie les 500 millions d'euros qui sont aujourd'hui destinés à cette initiative. Donc nous sommes non plus dans la phase de définition des principes, mais dans la phase de début de mise en œuvre de cette initiative. Et nous déployons notre stratégie dans un cadre multilatéral. Et j'aurai l'occasion de me rendre, je crois, au premier semestre de cette année au Kenya pour inaugurer un certain nombre de choses et relancer une initiative qui avait été prise il y a longtemps dans un cadre purement bilatéral qui s'appelait Paris-Nairobi et qui avait été lancée par l'équipe précédente, qui avait une ambition très forte, mais des moyens limités et qui était peut-être faite un peu trop, justement, en bilatéral et pas assez connectée aux autres acteurs multilatéraux. Nous travaillons aussi avec d'autres, avec le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, avec la Norvège, à définir des modèles économiques. Parce que quand vous discutez avec un chef d'État pays du Sud, quand vous discutez avec les ministres du Nord, c'est pareil, mais c'est encore plus vrai au Sud. Je prends l'exemple de Macky Sall au Sénégal. Moi, il me dit si je suis président de la République, c'est parce qu'il y a une crise sociale liée à un problème énergétique. Et donc, mon premier devoir en termes de stabilité politique, de longévité politique, mon premier devoir, c'est de répondre à cette demande. Et donc, c'est travailler sur les politiques énergétiques. Et il n'est pas envisageable que le mix énergétique de demain, sur lequel je vais travailler, soit plus cher que celui d'aujourd'hui. Ça créerait une insoutenabilité sociale. Et cette problématique, elle se pose au Sénégal, il n'a échappé à personne, qu'elle pouvait aussi se poser en France. Et donc, quand nous travaillons à l'offre et à la demande, il y a évidemment les enjeux environnementaux, les enjeux climatiques. Il y a aussi, au premier rang d'entre eux, les enjeux de compétitivité et de prix de sortie. Et là, je crois que nous sommes à un moment, me semble-t-il, mais vous êtes bien mieux placé que moi pour le sentir ou l'infirmer. Nous sommes à un moment où le coût de sortie des énergies et des modèles économiques qui sont les vôtres sont en train d'être de plus en plus compétitifs, même rapportés à un certain nombre d'énergies concurrentes. Même si, mais encore peut-être vous avez de bonnes nouvelles, mais aujourd'hui, ma vision des choses, c'est que quand on compare le charbon, par exemple, et n'importe quelle forme d'énergie renouvelable, dans leur diversité et en prenant la plus adaptée au contexte local, aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on est encore plus cher, que vous êtes encore plus cher. Vous voyez, je suis dans l'adéquation totale. Je crois qu'il faut donc travailler, et c'est ma responsabilité, à un mixage entre les prêts et les dons. Il faut que le prix de sortie, c'est une des conditions de faisabilité d'un projet, au Sénégal, en Haïti, à Madagascar, au Maroc, soit comparable, peut-être pas au charbon, mais vraiment pas très supérieur. Et donc, il y a une responsabilité qui est la vôtre, qui est de faire en sorte que la technologie soit la plus compétitive possible. Et puis, il y a une responsabilité financière, parce qu'on sait bien que dans le coût d'un projet, le coût du capital est une dimension importante. Et là, avec l'Agence française de développement ou avec les autres outils multilatéraux, la Banque mondiale, la BEI, la KfW en Allemagne, les Japonais, il ne s'agit pas de faire des cocoricots en permanence, il s'agit de mettre en place des politiques et ensuite les partager avec les autres. Parfois s'inspirer de ce qu'ils font, bien évidemment. Donc avec les agences de développement, bilatérales et multilatérales, on a un accès à la ressource du capital moins cher, normalement, qu'avec un banquier privé. Et en plus, si on est en capacité d'y ajouter une dimension de don, pas forcément sur l'ensemble de la durée du projet, mais sur quelques facteurs de coût,
à ce moment-là, nous avons un modèle économique qui peut sortir à un prix compétitif. Et ces dons ne sont pas notre base budgétaire qui va la supporter, mais par contre, le Fonds européen de développement, auquel nous contribuons à hauteur de 20%, 20% des crédits européens de développement sont des crédits du contribuable français, si je peux m'exprimer ainsi, eh bien, eux font essentiellement du don. Et donc, en mixant du prêt concessionnel avec une ressource relativement bon marché et des modèles de dons, nous sommes en capacité de promouvoir des modèles économiques d'énergie renouvelable qui sont compétitifs. Je crois qu'on est vraiment au moment de l'histoire où nous devons faire cette preuve-là, industrialiser l'ingénierie financière au service du développement des énergies renouvelables au Sud. C'est en tout cas vraiment la mission que je me suis fixée dans le champ qui est le vôtre, c'est de contribuer avec, encore une fois, la Norvège, le PNUD et d'autres acteurs bancaires qui y travaillent également, à être en capacité de proposer une offre plus industrialisée, une offre financière plus industrialisée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Voilà quelques éléments que je voulais partager avec vous. Si le gouvernement s'implique, c'est évidemment parce qu'il y a des créations d'emplois à la clé, ici et ailleurs. Il ne s'agit pas d'opposer un bon emploi en France à un mauvais emploi au Maroc, par exemple. Le développement du Sud ne se fait pas au détriment du Nord et réciproquement. Mais il s'agit aussi de trouver notre place légitime dans la géographie de la production des énergies renouvelables. Et vous savez que le gouvernement français et l'Union européenne y travaillent activement. Et donc c'est évidemment parce qu'il y a un enjeu économique, il y a un enjeu d'influence géopolitique. Celui qui sera capable d'avoir les bonnes technologies, capable de déployer un outil industriel sur un marché dont on estime qu'il est potentiellement et réellement en pleine croissance, c'est aussi un enjeu d'influence géopolitique. Et puis, c'est un enjeu, encore une fois, en termes de bien public mondial. Je suis aussi en charge avec Delphine Batho des négociations climatiques. Vous savez que la France, François Hollande, a proposé d'accueillir la grande négociation climatique de 2015 à Paris. Et donc, il y a une grande cohérence à soutenir votre action, à la fois en termes, encore une fois, intérieurs et internationaux. Et puisque c'est encore la période des vœux, je conclurai en vous adressant mes meilleurs vœux de réussite. Et comme nous sommes tous des pragmatiques idéalistes ou des idéalistes pragmatiques, chacun dans nos rôles respectifs, je crois vraiment que nous avons beaucoup de travail à faire ensemble. Et je conclurai en citant George Bush, car on ne cite pas assez George Bush, « L'avenir sera meilleur demain ». Merci beaucoup. Merci mesdames, merci messieurs. Ainsi s'achève cette journée. Je crois que Jean-Louis Bal vous propose de se retrouver dehors. Voilà. Oui, mais c'est ce que je voulais dire. Je vous rappelle juste une chose, www.enr.fr pour récupérer tous les transparents qui ont été présentés cet après-midi par les différentes entreprises. Merci à tous et on se retrouve dehors pour un cocktail de clôture.